Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler du 6e volet de la saga de la mort qui tue. Après avoir donc rattrapé ou revu ou découvert, comme vous voulez, les 5 précédents et en avoir fait une vidéo, j'en arrive donc au 6e opus sorti ce mercredi en salle. Peut-être sera-ce le dernier ou pas, on ne sait jamais dans ces franchises-là. Destination finale, Bloodlines, réalisé par un duo que je ne connais pas, mais je vais quand même les citer, si je retrouve les noms, voilà, Zach Lipovski et Adam Bechstein, et avec au casting, comme c'est souvent le cas, des actrices et des acteurs qu'on ne connaît pas vraiment. L'héroïne c'est Caitlin Santa Juana, mais on va quand même reconnaître évidemment Tony Todd pour sa toute dernière prestation avant son décès, et on reviendra là-dessus notamment en zone spoiler. Il y a également Gabrielle Rose, qui a fait quand même une belle carrière, parce qu'elle a 70 ans là, et on reconnaîtra, alors là il faut avoir l'œil, mais je me disais que sa tête me disait quelque chose justement, Rhea Kirstead, qui était dans Deep Impact en 1998, voilà, elle jouait le rôle d'une jeune femme, là, elle est mère de famille, et oui, le temps est passé. Voilà, et pas mal de personnes qu'on a pu voir dans des séries, notamment dans Fringe ou X-Files, enfin bon, et pas que, des séries plus récentes aussi, parce qu'il y en a des jeunes là. Et alors, comme souvent avec Destination Finale, nous allons suivre un groupe de personnes qui vont devoir survivre, car la mort va les cibler, elle va essayer de corriger le tir, car certaines personnes devaient mourir, elles ont été sauvées, voilà, et du coup, il faut rattraper un petit peu le destin. Sauf que là, ça va être un petit peu différent, et j'irai plus en détail dans la zone spoiler, pour celles et ceux qui n'ont pas trop lu le synopsis, et ou qui n'ont pas vu la bande-annonce, parce qu'il paraît-il que celle-ci spoil pas mal de choses, notamment des morts, et bon, quand on va voir ce genre de film, c'est dommage de savoir comment certaines personnes vont mourir avant, enfin, même dans quel contexte. Bon, on va faire, du coup, un résumé assez simple. On va suivre Stéphanie Reyes, qui est étudiante, qui n'a pas un lien familial très intense avec son petit frère, la mère n'est plus là, la grand-mère, on ne sait pas trop, j'y reviendrai plus tard, tant et si bien que bon, au début du film, on voit qu'elle fait des cauchemars. Bon, ok, ouais. Et la scène d'ouverture se déroule dans une tour, assez spectaculaire, avec du CGI un poil dégueulasse, mais bon, je reviendrai sur certains points très vite, et dans la zone spoiler. Tout ça va se lier, plus ou moins, parce que l'idée de prémonition, survie, mais derrière, la mort les rattrape. C'est exactement comme ça que ça se déroule sur les 5 autres, avec à chaque fois une catastrophe différente. Là, c'est une tour qui va pas rester debout très longtemps, et alors c'est la surenchère, le feu, tout ce que vous voulez, ça s'écroule, ça tombe, bon bref. Et donc on va suivre Stéphanie avec sa famille. Bon, elle va devoir essayer d'être convaincante pour plein de choses, parce que, forcément, quand tu as des prémonitions, c'est difficile après d'être cru. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le film lie donc le destin des personnages dans une même lignée. Bloodlines, voilà, les liens du sang, si vous voulez, je simplifie. Il y a un héritage ici. Ce film étant à la fois l'héritage de la saga, et l'héritage dans le sens où, les protagonistes ont pratiquement tous un lien, donc cousin, frère, mère, fille, etc. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, parce qu'on est dans un cocon. Alors que les films précédents, c'était des potes. Alors, oui, il y avait des fois des frangins, si vous voulez, ou même des inconnus qui devaient survivre ensemble, ou pas survivre, etc. Bon. Et évidemment, comme d'habitude, on va jouer sur les codes de cette mort qui rôde, il faut trouver les signes, et puis parfois l'anticiper, comme les personnages, la mise en scène va essayer de l'anticiper ou non, fausse piste, etc. C'est un film d'horreur qui va frontalement dans, on va dire, des effets gore, comme c'était le cas avant, mais avec ici, forcément, un budget meilleur, et surtout, depuis 14 ans et le 5e, des effets plus aboutis. Ce qui fait que ça paraît peut-être plus flippant, plus réaliste et plus dégueulasse, vraiment. Bon, ça manque de côté organique, mais les CGI, le numérique d'aujourd'hui fait que on arrive à peut-être y croire un peu plus. Et évidemment, on va toujours attendre la scène la plus spectaculaire. On prend un malin plaisir à suivre donc la mort à son ouvrage. C'est vrai que c'est le genre de film qui nous rend un peu presque sadique et dans l'ironie du sort et du destin. Ce n'est pas qu'une comédie, ce n'est pas qu'un film horrifique, là c'est aussi une comédie. Je pense que déjà dans certaines destinations finales, il fallait voir ça avec le côté LOL sur certains moments, quand même, cause et conséquence, c'est le bazar. Chaîne, voilà, hop. Mais là, il y a des moments où
le film assume l'idée que ça va loin et que ça va plus loin. Ce qui est à la fois la force et la faiblesse d'un film qui est plus long aussi. Et ça se justifie sans se justifier, dans le sens où il y a des trucs qui sont rallongés et ralourdis. Hein, les espaces entre certains morts, bon. Vers la fin, à l'hôpital, oui. Alors évidemment, il y a une scène touchante, on y reviendra après. Mais quand même, enfin, touchante en côté méta. Voilà. Mais, sur 1h50, en fait, tu te dis que arriver vers la conclusion, ça va trop vite presque. C'est le gros paradoxe. C'est-à-dire que le tout dernier axe, on va dire le choc final avant la finalité, est un petit peu bazardé à mes yeux. Mais avant, bon, bah, évidemment, on va s'intéresser à certaines scènes. Il y a des scènes de tuerie, enfin de mort. Des fois, il y a plusieurs morts en même temps, évidemment, qui sont bien pensées. Dans la droite lignée des précédents, il y a même des clins d'œil, même qu'on va référencer frontalement un des films, à un moment. Alors j'y reviendrai dans la zone spoiler. Alors c'est pas celui qu'on attendait forcément, mais bon, c'est pas grave. Et bon, il y a ce personnage qui revient, hein, celui de Tony Todd, bien sûr. Et il y a des trucs qui font que, ah oui, tiens, on va se revoir certaines scènes presque des 5 d'avant, que ça joue avec le feu, l'eau, la glace, bon. Et puis, on ziote ce qui pourrait se passer. Bon, parfois, il y a des... j'ai envie de dire, des faux semblants qui font beaucoup rire. Il y a le personnage d'Eric, là, le tatoué métalleux qui fait du piercing, qui est joué par Richard Harmon. Il a un dessin particulier, en 2 temps. Ce qui fait que d'ailleurs, on rigole et on est surpris, mais on rigole. Voilà, c'est surtout ça en fait l'idée. Est-ce que c'est l'un des meilleures destinations finales? J'ai envie de dire oui, mais c'est pas... Enfin, ça reste en fait dans l'idée que si vous connaissez la saga, et j'ai bien fait de voir ceux d'avant, vous apprécierez d'autant plus que, bon oui, alors les clins d'œil, d'accord, c'est pas du fan service, mais pas loin, pas loin. C'est que on est dans cette idée-là et que on a conscience qu'on est en 2025, qu'on est un peu dans le postmodernisme où il en faut faire des tonnes, où c'est encore plus long, il en faut plus. C'est harder, better, faster, stronger, c'est Daft Punk version cinéma si vous voulez. Et qu'il faut l'assumer. Et le film le fait avec une conscience de s'en amuser. Et parfois c'est génial. Et puis alors, là, à la limite, l'équilibre fait que des fois ça devient trop lourdingue. Que c'est... Ah ouais, il y a un petit truc là avec les cacahuètes par exemple, je reste vague. Ah c'est... Ça devient redondant dans l'idée de « Ah ben j'ai compris, je suis méta, j'assume, je rigole. » Et on pousse. Et en fait, tu sens qu'il y a certaines scènes qui auraient pu être raccourcies ou coupées. Ça aurait rien changé en fait à l'ensemble. Parce qu'on va pas essayer de s'attacher plus au cocon familial. Ce genre de film ne peut pas nous attacher trop au personnage en fait. Et c'est presque le défaut. Alors l'ouverture, j'y viens alors sur cette tour, je développerai après en zone spoiler, est passionnante dans le sens où c'est bizarre en fait. Il y a des gros défauts de CGI, mais je comprends l'idée. J'y reviendrai après quand même. Hein. Bon, l'idée crépusculaire qui joue avec le soleil couchant parce qu'il y a du feu, ok. L'idée du jeu avec une pièce porte bonheur ou pas, ou ça porte malheur de la prendre, un gamin et tout, et en fait ça va avoir des conséquences. Cette pièce, c'est une sorte de fusil de Tchekhov ou pas, un peu indirect. Et donc cette idée... retournement de situation, c'est-à-dire scène d'ouverture comme on en voit dans toutes les destinations finales, mais en fait on la joue autrement. Ça j'aime bien. Il y a un jeu aussi, pour cette introduction là sur les rails, où on voit qu'on essaye de faire un lien. Je pense aussi, alors à un moment je me suis dit, oh, un petit lien sur l'histoire de l'Amérique. Pas vraiment en fait. Hein. Ça reste quand même très léger et bas du front sur pas mal de points. On va pas essayer de faire des théories, des liens sociaux ou autres. Hein. Malheureusement, là, la profondeur n'existe pas dans ce genre de film. C'est presque dommage, mais bon, c'est assumé en tant que tel depuis le début. Et aussi, ces échos musicaux, notamment Ring of Fire de Johnny Cash au début, c'est très très drôle avec le feu. Puis après, il y a des gens qui vont tomber et c'est Raindrop keep falling on my head. Voilà. Ah, que c'est drôle. Voilà. Et puis d'autres, après, il y a du métal à un moment. Tu sens que la mort arrive, en fait, non, pas du tout. Alors, il y a des scènes, il y a certaines morts qui sont annoncées par la mise en scène, comme la mort s'annonce un peu. Et ça, c'est bien. Alors, on le voyait dans les films d'avant, mais là, c'est bien plus géré, je trouve. Et en soi, là, on va dire que l'esthétique globale du film, pas extraordinaire, prépare bien ces scènes de mort et les met bien en avant sur des choses bien dégueu. Voilà. Alors là, pour le coup, ça lâche tout. Mais on l'avait vu avant aussi, mais là, alors c'est tout le temps. Il n'y a pas de limite, quoi. Ça en est presque flippant, tant c'est bien aussi. Mais ça ose. Ah, c'est du moins de 16 ans, ça, facilement aux États-Unis, mais là, c'est du moins de 12 ans en France.
Et c'est presque étonnant, alors je suis même pas sûr que ce soit moins de 16 ans aux États-Unis en vrai, mais c'est décomplexé dans l'horreur, quoi. Parce que c'est de la bouillie, et puis c'est ça, tu grinces des dents par moment. Et alors, zone spoiler, pour plein de petites choses, parce que ça, je pense que ça peut être une surprise, même si vous avez vu le trailer. Ce qui se passe dans la tour au début, ça se passe dans les années 60. Oui, c'est-à-dire qu'on va faire un lien entre le passé et le présent. Et la scène de prémonition qu'on voit au début, c'est celle de la grand-mère de la personnage principale. Et en fait, elle fait des cauchemars, comme si la grand-mère avait transmis à la petite fille, parce que la mère a disparu, on va la revoir après, hein, mais elle n'est pas là, à un moment. Elle a transmis à la petite fille cette prémonition qui se transforme en cauchemar. Et c'est intéressant parce que du coup, la scène d'intro, on l'a en 2 temps. Voilà, la prémonition, ce qui n'est pas arrivé. La tour qui s'écroule, le feu, ça passe à travers le truc en verre, ok. Et donc, tout ça à cause d'un gamin qui avait pris une pièce dans une fontaine. Et la pièce qui porte malheur, du coup, parce qu'elle reviendra à la fin avec le train et la toute dernière scène. Le fameux train du début, enfin la ligne de chemin de fer. Ok. Bon. Et donc, c'est par la grand-mère, après, qui apprend, voilà, on va retrouver la grand-mère, c'est mamie trompe la mort un peu fofolle, sauf que la petite fille, elle va la croire, parce qu'elle fait des cauchemars. Et donc, la grand-mère raconte comment elle a survécu, en prévenant tout le monde, etc. Sauf que là, alors là, c'est génial, j'aime beaucoup le principe. Cette fois-ci, ce n'est pas que 5-6 personnes qui ont survécu, c'est une bonne centaine. Dans le sens où, toutes ces personnes-là, il a fallu que la mort les rattrape, sur des années. Tant et si bien qu'à la fin, il en reste 2 en vie. La grand-mère et le petit garçon qu'elle a sauvé. Alors la grand-mère, à l'époque, elle était jeune, et voilà, elle allait être mariée à quelqu'un. Et un petit garçon qu'elle a sauvé. Bon, petit garçon afro-américain. Bon, là, j'ai compris très vite. Voilà, bon. Et donc, évidemment, transmission, etc. Bon, la grand-mère finit par mourir en se sacrifiant parce qu'elle avait un cancer, mais mourir devant sa petite fille pour lui faire croire les trucs. Le manuel de survie, en découvrant la mort, les équations de la mort. Là aussi, il y a une forme de lore qui n'est pas développée et tout. Et alors, le petit garçon que la grand-mère avait sauvé, évidemment, c'est le personnage de Tony Todd. Le fameux William Bloodworth, qu'on voit dès le premier, en mode coroner et tout, qui là travaille dans un hôpital. Alors ça se passe plus ou moins de 2 jours, hein, c'est pas avant les événements des précédents, non. Ça se passe de 2 jours. Et il travaille dans un hôpital, et alors l'apparition de Tony Todd, elle fait flipper parce que tu sais qu'il n'est plus là. Tu vois qu'il est malade. Tu vois qu'il est malade, donc probablement qu'il sait, au moment où il tourne, qu'il va mourir. Et t'as presque un discours méta, en mode, voilà, profitez de votre vie les jeunes, de toute façon la mort elle va finir par vous avoir, moi j'en ai marre de tout ça, au revoir. Dans le sens où j'en ai marre, ne faites pas des théories, destination finale c'est la mort, tout ça, au revoir, laissez-moi tranquille. Et là il fait ses adieux en sifflant, en fermant la porte, il y a presque quelque chose de touchant. Et l'idée que, bon, lui il a réussi à tromper la mort, finalement. Et en fait on pourrait lier que, on pourrait faire une théorie, et le film ne l'exploite pas, alors s'il y a des suites ça va s'exploiter peut-être, que tous les survivants là, quelque part de cette tour, quand ils ont été rattrapés par la mort, peut-être qu'ils ont eu des enfants entre-temps. Vous voyez, vous me suivez, des enfants qui n'auraient pas dû exister, comme cette famille qui va être rattrapée par la mort. Et aussi bien les jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, hein, qui meurent dans les films précédents, sont peut-être des descendants des gens de cette tour qui auraient dû mourir, et donc ils n'auraient jamais dû exister. Est-ce qu'on fera un lien là-dessus? Peut-être que ils sont tous nés de cette malédiction de cette tour. Hein. Voilà. Ils auraient tous mourir là-dedans, et la mort a rattrapé tout le monde sur plusieurs films. Je ne sais pas, c'est peut-être tordu par les cheveux, ça marche peut-être pas avec tous. En tout cas, on n'essaye pas de faire des liens, là, direct, mais on pourrait toujours imaginer. Et donc, oui, alors, Tony Todd, d'ailleurs, il fait la référence en mode, alors, comment tromper la mort? Soit il faut mourir et revenir à la vie, soit faire mourir quelqu'un d'autre à sa place. Donc, on fait référence aux 2, où il y en a une qui a survécu en étant ramenée à la vie. Alors, ouais, c'est un peu gratuit, il faut s'en souvenir. Hein. Heureusement que je les ai vus récemment, parce que... Hein. Et il y a aussi, attention, si on essaye de tromper la mort, si on essaye de l'arnaquer, elle va rattraper l'idée. C'est pour ça qu'à un moment, il y a le personnage. Alors, le personnage du tatoué, piercing machin, là, très drôle. À un moment, il doit mourir. Et on s'attend à ce qu'il meure dans son salon. Sauf qu'il ne meurt pas. Il finit avec un anneau dans le nez, c'est très drôle. Et pourquoi il meurt pas? C'est bizarre. Et bien, en fait, on apprend en fait, que c'est le fils d'un adultère, donc il n'est pas vraiment de la lignée de la famille. Là, j'étais mort de rire. Et là, c'est grand, ça c'est grand. Bon, par contre, il mourra après parce qu'il essayera de faire mourir
son frère, demi-frère du coup, d'une crise d'allergie de cacahuètes pour le faire revenir après, mais il essaye d'arnaquer la mort, donc il va crever avec les piercings dans la machine IRM, là, c'est bien dégueulasse, ça, c'est bien dégueulasse. Mais bon, arrivé, voilà, qui survit, qui meurt, on retourne à la forteresse de la grand-mère à la fin, parce que oui, bah, oui, si tu veux survivre à la mort, il faut survivre seul, mais tu vis pas vraiment, en fait, si tu essayes d'échapper à la mort au quotidien, tu ne vis pas, c'est le message. Et à la fin, tout le monde crève en fait. Hein. Alors oui, oh là là, la mère qui meurt, donc les fils, le fils et la fille, donc les deux survivent, mais non, pas du tout. La pièce revient, malédiction, on passe sur le chemin de fer, et du coup ça fait dérailler le train. Et les deux jeunes meurent avec des rondins de bois qui les écrasent, comme du coup la scène de l'autoroute dans le 3, hein, si je ne me trompe pas, donc il y a un autre effet là-dessus. C'est presque drôle, quoi. C'est pour boucler la boucle. On a voulu avoir des clins d'œil partout et jusqu'au bout des clins d'œil. Ouais, allez, cher Blazon Spoiler, en fait, hein, bon, en parlant de ce film, il y a des trucs qui sont drôles, il y a des morts marquantes, il y a l'idée qu'il assume beaucoup de choses, il y a l'aspect émotionnel avec Tony Todd et c'est tout. Voilà. Après, ça reste un film qui est bien, on va dire, dans l'ensemble, qui peut être trop poussé à une forme d'extrait, trop joué. Voilà, ça se veut un petit peu faussement malin quand même. Hein. Oh, on rigole, oh là là, on rigole. On pousse, on pousse, on pousse. Du coup, on en fait trop. Le film en fait trop. Dès cette scène d'intro, en fait, ça en fait trop. Ça s'assume, mais sur le reste, sur la durée, c'est plus compliqué. On va quand même sauver ces moments bien marqués sur les scènes qui vont faire voler les tripailles ou autres cervelles et tout le corps en bouillie. Qui presque ça giclerait sur l'écran qu'on y croirait. Et puis voilà, mais bon, Destination Finale Bloodline, c'est un peu dans la lignée hein, des précédents, mais c'est pas le moins bon de tous. Parce que je trouve qu'avec l'effet CGI d'aujourd'hui, finalement, dans la surenchère, ça passe. Ça fait putassier, mais ça passe. Mais ça aurait pu passer avec 15 minutes de plus, que ça aurait été pareil, en fait. Donc, à un moment, il y a du gavage. Voilà, il y a du gavage. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Comment vous le placez dans la saga. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Disons que si ça fonctionne en salle, ils vont en faire d'autres. Voilà. Mais bon, là l'overdose, elle est déjà passée. Bref, à vous la parole. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Désolé pour le débouché. Hein. C'est les allergies, hein. C'est les aléas de certaines vidéos qui sont plus ou moins libres nasalement que d'autres. Mais c'est la vie. C'est pas grave, il y a bien pire. Et puis, c'est la vie. Tant qu'on est en vie, on se prend pas des choses dans la gueule et on reste loin de la destination finale. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.